Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Votre émission Vlog DX, une émission qui passe sur les antennes de Faya Télévision et sur toutes nos plateformes. Bienvenue encore une fois. Comme vous le savez déjà, on reçoit de personnalités. Notre émission n'est pas limitée. Il s'agit bien évidemment d'un invité X que vous allez découvrir tout à l'heure. Bien évidemment, derrière cette transition, notre invité X. Alors, bien entendu, merci. Notre invité X s'appelle, bien évidemment, Willy Makeni, à qui nous disons bonjour. Bonjour, Gloire. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Un plaisir partagé aussi de mon côté. Alors, pour ceux-là qui sont en train de vous suivre pour la première fois, nous, on se connaît déjà très bien. Tout à fait. Pour ceux-là qui sont en train de vous suivre pour la première fois, une brève présentation de vous. Oui, Willy Makeni Lumuna, passionné de l'éducation. Beaucoup m'appellent préfet Willy Makeni. À cela s'ajoute maintenant consultant et formateur dans le système éducatif. Et aussi, je suis redevenu étudiant. Vous êtes passionné par l'enseignement? Tout à fait. La qualité de l'enseignement, c'est ma passion. Voilà pourquoi, à tout moment, on a toujours besoin d'ajouter quelque chose. Déjà, cette passion, quand est-ce qu'elle est venue? Déjà, quand vous étiez petit ou quand vous aviez grandi, vous êtes arrivé à un certain niveau, vous êtes dit, là, je dois faire l'enseignement. Oui, je pense que cette passion, elle peut être héréditaire parce que je suis issu d'une famille enseignante. Mes grands-parents furent des enseignants ou sont des enseignants à l'université, les autres aux humanités, mais mon papa c'est un électricien mais qui enseignait les cours de physique. Le grand frère aujourd'hui lui aussi c'est un professeur à la faculté de psychologie et moi cette passion a commencé déjà à partir de l'école primaire. Mon enseignant de l'école primaire qui m'enseignait très correctement, maître Maleke Sabambaye, j'ai vraiment aimé ou j'aimais sa façon d'enseigner et j'ai senti à moi que cette passion pourrait vraiment me tirer à la longue pour que je transmette mes connaissances aussi. Depuis quel âge déjà vous avez commencé à donner cours? Ah oui, bon, comme élève moniteur aussi, parce qu'on avait l'habitude à tout moment, à l'école primaire déjà, de passer au tableau, restituer ce que nous apprenions après, et puis former des groupes d'études. Déjà à partir de l'école primaire, après l'école primaire, à l'école secondaire aussi, nous avons commencé à encadrer des petits-enfants. Donc, c'est un long parcours. Vous vous sentez à l'aise aujourd'hui si on vous appelle enseignant? Très à l'aise. J'aime vraiment qu'on m'appelle ainsi, cachant d'autres casquettes. Je préfère qu'on m'appelle le préfet Willy parce que j'ai commencé d'abord par être enseignant dès l'école primaire, après enseignant à l'école primaire, enseignant à l'école secondaire, après enseignant à l'école secondaire, préfet des études. Et aussi, assistant maintenant à l'ISP Kassenga. Ok. Et parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent être enseignant au Congo n'est pas facile. Pouvez-vous nous décrire brièvement l'état du système éducatif congolais actuellement? Oui, je voulais encourager ici l'enseignement. D'abord, c'est une passion et c'est une vocation, c'est un art. Être enseignant au Congo, tout dépend de la vision de tout un chacun de nous. Mais quelle est la vision du système éducatif congolais? La vision du gouvernement au Congo est de former ou d'instituer dans les secteurs éducatifs la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité qui développe les capacités morales, la paix, le civisme et aussi d'une citoyenneté démocratique active. Voilà la vision du gouvernement ou de la RDC dans le secteur éducatif. Quelles sont les difficultés que les enseignants, encore les élèves rencontrent, que les élèves rencontrent dans le système actuel de l'enseignement? Oui, il faudra noter qu'ici, Gloire, nous avons maintenant des difficultés énormes. Le système éducatif aujourd'hui doit se remettre en cause. La première difficulté d'abord aujourd'hui est avec cette intelligence artificielle
C'est un défi majeur que le système doit réfléchir et y apporter des solutions. Non seulement cela, nous avons les écoles privées qui naissent comme des champignons. Nous avons aussi la rémunération des enseignants. Nous avons aussi cette politique éducative de la RDC dans le secteur. Tout cela donne des difficultés. Aussi, les élèves éprouvent des difficultés pour la rémunération, les renvois. Est-ce que ces élèves-là bénéficient des nombres d'heures prévues par les calendriers scolaires? Parce que quand il y a renvoi, on vous met à la porte, vous ne bénéficiez pas les cours. Et cette difficulté qui fait que ce sont les parents qui prennent en charge les systèmes et l'enseignement de leurs enfants pose des sérieux problèmes. Aussi pour les enseignants qui sont dans le secteur privé, c'est l'enseignant ou c'est les promoteurs lui-même qui fixe le salaire. Avec la situation de chômage actuelle, ces enseignants-là sont obligés de fléchir sur n'importe quelle base de salaire et leur imposée par les promoteurs, ne sachant pas comment déclarer ou comment revendiquer ces systèmes. Donc ce sont des difficultés énormes qu'il faudra souligner ici dans le secteur éducatif congolais. Parce qu'il y a des difficultés, encore des soucis de rémunération. Est-ce que pensez-vous vraiment que dans 20 ans, on aura encore des enseignants de qualité au Congo? Je venais de dire tantôt, l'enseignement c'est un art, c'est une passion. Les bons enseignants sont encore là, mais il faudra que les gouvernements prennent en charge parce que c'est lui le régulateur de la société et il faudrait que le gouvernement réfléchisse sur ce qu'il doit mettre en place pour que le système éducatif congolais, qui est en perte de vitesse, puisse redorer son image parce que l'éducation c'est un facteur important qui développe une société. Le fait de mettre cette éducation au bas de l'échelle, c'est une destruction méchante d'un pays. Sans l'éducation, le pays ne sera pas développé. Ce qui est vrai, d'ici quelques années, nous aurons des difficultés si l'État ne sait pas se prendre en charge. Alors, parce que depuis un temps, il y a des réformes dans l'enseignement. Est-ce que vous êtes pour ces réformes? Qu'est-ce qui a motivé ces réformes de l'enseignement? Oui, les systèmes éducatifs congolais ont beaucoup travaillé parce que il faudra souligner ici depuis 1960, le système éducatif congolais a connu des réformes. Et cette réforme, c'est par rapport à la réalité qui s'adapte par rapport à notre système et à notre pays. Et 1960, le pays venait de se doter de dirigeants autochtones. Et la Belgique où les Blancs venaient de partir. Alors, quel système qu'il faudra mettre en place? Il y a eu des réformes à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université. Il y a eu des réformes que j'ai soulignées, j'ai épinglé quelque part là-bas. Il y a eu, par exemple, en 1962, la réforme du cycle primaire. Par l'uniformisation des structures des programmes. En 1961, il y a eu d'autres réformes, la création des cycles d'orientation secondaire qu'on a encore émis aujourd'hui. Il y a eu en 1967 l'institutionnalisation de l'examen d'État. Ça a commencé en 1967, c'est aussi une réforme. La nationalisation de l'ESU par la création de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA, en 1971. Il y a eu encore une autre réforme, la professionnalisation de l'enseignement par les prolongements du cycle des graduats. Il y a eu aussi une autre réforme en 1980, la suppression du cycle d'orientation et la professionnalisation des cycles secondaires. On avait supprimé. Et une autre réforme, la dissolution de l'UNAZA et l'autonomisation des institutions supérieures et des universités en 1981. Mais aujourd'hui, il y a eu encore d'autres réformes qu'il faudra souligner, notamment le système LMD. Et il y a eu la réforme du programme en 2005 où les secondaires, on a changé d'ailleurs même les autres appellations. Et il y a eu beaucoup de réformes et jusqu'à présent, il faut les souligner. Parmi les réformes, je ne sais pas si je dois appeler ça réforme, il y a une mesure, je ne sais pas si c'est réforme ou une mesure qui est sortie récemment où on accepte aujourd'hui, on nous demande d'accepter les élèves filles grosses à l'école. Êtes-vous de même avis avec cette réforme? Je pense que c'était une mauvaise compréhension de texte parce que la RDC qui a une vision d'un système éducatif inclusif,
Cela ne veut pas dire qu'il faudra même récupérer les femmes enceintes. Parce que les programmes eux-mêmes de notre système a déjà prévu un mécanisme de contournement, c'est-à-dire les autodidactes. Si quelqu'un avait arrêté ses enseignements par une raison X, cette personne pourrait récupérer ses enseignements par un enseignement autodidacte s'il n'a pas décroché son diplôme. Il y a aussi les cycles d'orientation, il y a aussi le centre de professionnalisation, le D4 aujourd'hui, le centre de métiers. Alors quelqu'un qui a arrêté ses études peut aller s'orienter dans ce genre d'études. Mais le cycle normal, autorisé à cet enfant, je vous pose la question, imaginez-vous, cette élève-là, fille, a été rendue mère par un élève de sa classe ou un finaliste. Les mêmes personnes, on les intègre, on les laisse en classe ou à l'école, et quand, nous connaissons tous, quand la femme a ses premières grossesses ou sa première grossesse, elle va demander l'autorisation au DD, monsieur le directeur de discipline, je peux aller cracher un peu et puis revenir dans la classe. Elle doit commencer à somnoler dans la salle de classe. Vous voyez que ce sont des décisions un peu aléatoires. Et moi, je pense qu'on ne peut pas encourager l'immoralité et on ne peut pas copier n'importe quoi. Notre système éducatif vise aussi sur des valeurs. Nous avons nos valeurs comme Africains. Il ne s'agit pas de copier n'importe quoi. Vous savez, Gloire, une seule chose est à souligner, le malheur de notre système éducatif, parce que depuis que nous avons connu, depuis 1960, le ministère de l'EPST n'a pas connu beaucoup de spécialistes à la tête, comme au ministère de la Justice, comme au ministère de la Santé, où on met des médecins, au ministère de la Justice on met des avocats, mais chez nous, dans notre secteur éducatif, on peut récupérer quelqu'un qui a terminé en relations internationales, on lui colle là-bas, il devient ministre de l'EPST. Il a terminé en journalisme, il devient ministre de l'EPST. Il a terminé je ne sais où, même en agronomie, il devient ministre de l'EPST. Or, c'est un secteur vraiment important. De tous les ministères, il n'y a que le ministère de l'EPST qui a un calendrier approprié. Et ça demande la technicité. Voilà pourquoi il y a différents ministres qui passent et qui prennent des décisions antipédagogiques. Et on comprend en tant que technicien que non, ce sont des décisions pour plaire peut-être à ce sentiment, mais ce sont des décisions qui n'ont pas d'impact avec la pédagogie. Ok, pour ceux-là qui sont en train, les autorités sont en train de vous suivre, qu'est-ce que vous suggérez pour ces ministères-là? Je voudrais et j'ai toujours demandé que ces ministères soient dirigés par un technicien, c'est-à-dire il peut être un ancien préfet, il peut être un ancien, ou il peut être un IPP, un inspecteur principal. Il doit avoir obligatoirement un diplôme d'agrégation. Tu ne peux pas être au ministère de l'EPST si tu n'as pas un diplôme d'agrégation. Il ne s'agit pas d'être un professeur d'université. Il vous faut d'abord un diplôme d'agrégation. Parce que quand on est au ministère, vous avez les job description, mais vous avez une vision à implémenter dans votre ministère. Mais comment vous allez comprendre les secteurs, les rouages qui se passent dans les secteurs, si vous-même, vous ne connaissez même pas le tableau noir, le stade d'une salle de classe. Donc moi, je demanderais que ce ministère soit doté aux enseignants ou aux IPP ou aux inspecteurs. Et justement, parce qu'on parle de réformes, il y a une réforme instaurée par le président Félix Antoine Tshisekedi qui est de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive, cette réforme. Quel est votre point de vue par rapport à cette réforme? Oui, j'ai déjà intervenu là-dessus plusieurs fois. Il faut souligner d'abord ici, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'honnêteté scientifique. La gratuité de l'enseignement n'a pas été instaurée par le président Félix Tshisekedi. Ce sont les institutions qui ont commencé depuis 2006 dans la loi cadre de l'enseignement de 2014. Le requête des instructions officielles de 2006, la 6e édition de ce requête des instructions officielles en a décrit. Le président Félix, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement a commencé depuis 2010. Alors, il y a une stratégie sectorielle qu'on avait mise en place pour piloter le système éducatif avec des réformes, avec un programme jusqu'en 2025.
En 2010, cette gratuité doit être lancée parce que la stratégie stipule que cette stratégie sectorielle de l'éducation doit aller palier par palier. Après 5 ans, on doit passer par l'évaluation. Et après 5 ans, on passe par l'évaluation. Alors, il y avait des provinces pilotes. Mais il faut reconnaître aussi ici, par cette honnêteté scientifique dont je viens de parler, le président Félix est venu généraliser cette gratuité. Mais la gratuité a commencé avant lui. Il n'a pas apporté des réformes parce que les réformes sont dans les stratégies sectorielles et dans la loi cadre et dans le requête des instructions. Jusqu'ici, le président Félix n'a jamais mis à la place du système éducatif ni la loi cadre, ni le requête des instructions officielles, ni la stratégie sectorielle. Mais il est, parce que le gouvernement, c'est la continuité, c'est ça la gestion même du gouvernement. Il est venu mettre en application cette gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire. Mais il faut reconnaître ici qu'il y avait des avancées et quand cette gratuité est devenue effective, il faut reconnaître qu'il y a des avancées, notamment l'effectif des élèves de la scolarité. Ces effectifs ont augmenté. Les taux des élèves filles ont augmenté, les taux des élèves de la fréquentation ont augmenté et aussi il y a des petits soucis qui se posent. Pourquoi? Parce que quand on a lancé cette gratuité, on n'a pas tenu compte de la statistique, parce qu'il faudrait faire d'abord la statistique. Nous avons combien de classes, combien d'écoles, et il faut d'abord la capacité d'accueil de ces enfants-là. Mais cela n'a pas été fait. C'est pourquoi il y a encore de dérapage. Il faut reconnaître déjà, quand on avait lancé la gratuité de l'enseignement en 2010, il y a eu déjà une avancée significative de 2 millions d'enseignants qui ont été mécanisés. Il y a aussi qui étaient restés des non mécanisés. Mais quand le président Félix est venu, on a fait un effort. Il y a certains qui ont été mécanisés jusqu'ici. Il y a, donc cette gratuité, c'est encore un chantier. Nous apprécions parce qu'elle est devenue effective. Ne pas décourager. Pourquoi? Parce que nous devons décourager ce système. Moi, je voudrais d'ailleurs qu'on y aille plus loin. Parce que cette gratuité visait l'éducation des bases. C'est ce que dit la loi cadre. La loi cadre dit de cette gratuité sur l'éducation des bases. Or, l'éducation des bases constitue le 6 ans de l'école primaire plus le 2 ans de l'école secondaire. C'est ce qui fait 8 ans d'éducation des bases. Il faudrait aller encore très loin, mais il y a des choses à améliorer jusqu'ici. Ok, est-ce que avec ces réformes, est-ce que dans les programmes, ça touchait aussi les programmes scolaires? Oui, effectivement, ça touchait les programmes scolaires, notamment, par exemple, en français, il y a eu des réformes en 2005 où, sur le plan pédagogique, il faudrait maintenant enseigner le français selon l'approche communicative et fonctionnelle que les autres appellent aléatoirement méthode Sésame. Ce n'est pas méthode Sésame, c'est une approche communicationnelle et fonctionnelle. Et cela a été demandé depuis 2006, mais en 2011, cela a été vulgarisé dans toutes les provinces. Mais il faut souligner qu'il y a certains qui continuent à enseigner selon l'ancienne approche. Il y a aussi en mathématiques, on a instauré les DAS, domaines d'apprentissage. Il y a aussi l'approche par compétences. Ce sont des approches avec la réforme qu'aujourd'hui nous sommes en train d'insister là-dessus. Aussi à l'école primaire, il y a eu l'enseignement des langues nationales. Les Kiswahili dans la zone des Swahili, Lingala, aussi à Kinshasa, ainsi de suite. Donc on insiste beaucoup plus sur l'apprentissage de la langue nationale. Justement, est-ce que ces réformes impactent aussi sur la formation des enseignants? Oui, ça impacte, mais il y a encore beaucoup à faire parce que cette réforme demande des outils, demande des matériels didactiques qu'on n'en a pas, demande des ouvrages qu'on n'en a pas non plus, demande aussi à tout moment les enseignants doivent être recyclés. Il n'y a pas assez d'inspecteurs pour couvrir la République, pour ne pas parler de la province du Haut-Katanga. Nous sentons que vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez demander ici
comme on a lancé l'année scolaire, combien d'enseignants ont été recyclés? Pas du tout. Donc cette réforme-là demande à tout moment de recycler les enseignants. Mais cela ne se fait pas par manque d'animateurs. Les animateurs ne sont pas assez nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces réformes, il y a eu changement de fréquentation des élèves dans les écoles ou c'est resté statique comme c'était auparavant? Non, il y a eu un petit changement, comme je venais de dire tantôt. Il y a beaucoup d'élèves maintenant qui fréquentent l'école, mais il y a un problème de la capacité d'accueil, il y a un problème d'infrastructure. Si vous arrivez dans une salle de classe où il y a 90 élèves, j'ai les images quelque part, une école publique, il n'y a même pas de bancs, les bancs déjà délabrés. Et si vous regardez le tiroir de l'enseignant, vous aurez pitié. Et regardez les bancs, l'enseignant est en train d'arranger les bancs. C'est-à-dire l'État Donc l'enseignant se transforme en menuisier. Oui, en menuisier. L'État doit penser à équiper ces écoles-là pour la gratuité de l'enseignement. Il ne suffit pas seulement de lancer cette gratuité, il faut équiper les écoles. Les écoles aujourd'hui souffrent de moyens de matières didactiques, la capacité d'accueil. Et puis l'État doit construire les écoles. Ok. Donc on peut dire que ces réformes n'ont pas l'impact sur la rémunération des enseignants. Pas du tout, parce qu'il y a de grèves à tout moment, il y a de lamentations parce que en 1973 ou 79, si je ne m'amuse pas, il y a eu une convention entre les parents et les écoles catholiques à l'époque, où les parents avaient estimé que comme il y avait baisse des niveaux de l'enseignement et que l'État était incapable de satisfaire aux besoins des enseignants, il faudra que les parents prennent en charge une caution. Alors, quand le président est venu, le président Félix, il a supprimé cela. Et cela a de l'impact négatif vis-à-vis de la qualité de l'enseignement, aussi chez les enseignants. Et ceux qui endossent la responsabilité, ce sont les élèves. Parce que certains enseignants inconscients, bon pas inconscients, ils ont raison. Quelqu'un qui touchait un certain nombre d'argent, tout de suite on a coupé cela. Il faudrait associer toujours les parents, stabiliser cela. Parce que moi je me dis, il faudrait commencer d'abord par annuler la prise en charge des examens d'État par les parents. Est-ce que vous savez que dans ce pays ici, la prise en charge des examens d'État et l'apanage des parents, ce sont les parents qui prennent en charge les évaluations certificatives. Ce n'est pas normal. Il faudrait commencer par supprimer cela qu'est l'État. Période, le gouvernement prenait quand même en charge. Non. La prise en charge des examens d'État, sont les parents qui s'en chargent jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi ça impacte sur les résultats où aucun enfant ne veut plus échouer. Nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui maintenant dans toutes les provinces. Il faut le souligner. La manière dont les examens d'État se passent. Pourquoi? Jusqu'à présent, cette prise en charge revient encore aux parents. Il faudra que cela soit renversé. Et aussi cette gratuité de l'enseignement, il faut laisser cette latitude parce que les parents, quand tu prends en charge une caution, cela, je pense que soulage un peu ces enseignants-là qui encadrent nos enfants. De quelques réformes que nous avons épinglées tout à l'heure là, qu'est-ce que vous avez constaté comme limite ou encore faille dans le quelques réformes qu'on a citées tout à l'heure? Bon, c'est vrai, il y a des avancées, il y a aussi des limites, notamment le système LMD aujourd'hui à l'université, parce que ça doit être une continuité, ça doit commencer à l'école primaire, où on doit initier initier ces enfants-là à leur apprentissage. Il y a aussi à l'école secondaire la suppression de certains cours, valoriser les écoles de métier. Et ce que nous pouvons souligner ici comme limite, il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matériel didactique assez adéquat par rapport aux enseignements. Et limite sur cette réforme-là, l'État n'a pas assez de bâtiments, n'a pas de locaux, n'a pas d'école, assez d'écoles. On peut dire aujourd'hui l'État se limite à donner des injonctions sans descendre sur le terrain, voir ce que ça peut donner. L'État ne donne que des textes qui ne s'appliquent pas. Si vous prenez la loi cadre aujourd'hui de l'enseignement, vous serez choqués. L'État qui se donne le luxe de mettre là-bas, pour les écoles privées, la fixation des frais, c'est en négociation avec les parents.
C'est-à-dire, les parents peuvent se dire, ici, dans telle école privée, nous payons $200. Dans un pays comme la RDC, vous trouvez ça normal? L'État devait fixer un seuil. Justement. Ça, c'est le travail du ministère, de fixer le seuil pour les écoles privées, que ces écoles-là ne se trouvent pas comme des électrons libres. C'est pourquoi j'ai dit, moi, demain, ministre de l'EPST, il faut sortir rapidement des circulaires pour fixer un seuil. Proposer au Conseil des ministres pour que l'école privée ne puisse pas dépasser tel seuil. Pour certainement soutenir cette gratuité et cet esprit du système éducatif. Est-ce que ces réformes tiennent aussi dans des milieux un peu loin, dans des milieux ruraux, je peux dire? Bon, oui, c'est partout, mais là aussi, il y a beaucoup de choses à revoir parce qu'il y a manque d'enseignants. Les enseignants de qualité, surtout à l'école secondaire, ce sont de 2-6 qui enseignent à l'école secondaire. Pour quel type d'enseignement qu'on doit produire, si ce n'est que l'enseignement livresque. Et là-bas aussi, on a demandé à ces enfants-là de fréquenter l'école, mais il n'y a pas de classe. Il y avait un projet de 145 territoires où on devait construire les écoles, mais jusqu'à présent, je peux vous choquer, où les images sont là, il y a encore dans des territoires où les écoles en paille existent encore au XXIe siècle, ce qui n'est pas normal. Les écoles qui n'ont pas de bancs, les écoles, on a laissé le général ici qui s'en charge de... Celui du service national. National, Kassongo, je pense que c'est lui. Oui. Il fait quand même des actes de bonne volonté de distribuer le banc, mais ces bancs-là n'arrivent pas dans des villages, quoi. Il y a des sérieux problèmes au village et cette réforme a des effets négatif au village, parce que déjà ici, en ville, il y a des sérieux problèmes. Au village, maintenant, c'est tout un problème parce que les enseignants ne sont pas équipés, les enseignants ne sont pas formés, et même cette réforme, regardez aujourd'hui, et cette réforme-là qu'on commence à nationaliser le bulletin. Vous trouvez ça normal? Le bulletin, c'est un papier. Ce qui donne la validité de ce bulletin, c'est le sceau de la CERNI et la signature du chef d'établissement. Mais tous deux sont dans la province. Mais c'est question d'imprimer un papier Bristol et de faire passer. Vous donnez la maquette. La maquette, évidemment, doit être nationale. Mais ce papier-là, on peut l'imprimer en province. On se donne le luxe d'imprimer les bulletins ailleurs. Or, comme le secteur est devenu politisé, c'est un grand malheur. Et cette réforme-là a des impacts. Parce qu'on a politisé le système éducatif. Parce qu'on sent en vous cette fougue-là de bien faire les choses. Aujourd'hui, M. Ondor, on se réveille. Demain, M. Oli Makeni, ministre de l'Enseignement. Quels seront vos 3 axes, par exemple, que vous allez toucher pour votre mandat? Une très bonne question. Les axes que je toucherai, d'abord, il faut un programme adapté à notre système actuel. Deuxième axe, je dois vraiment demander ou réunir les intelligences pour que nous puissions adapter notre enseignement actuel par rapport à ces défis de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un problème majeur où nous sommes en train de nous dédouaner petit à petit de la réflexion ou de la lecture des livres. L'intelligence artificielle fasse tout aujourd'hui. Nous sommes en retard aujourd'hui. Notre système n'est pas adapté par rapport à ce défi-là. Ça, je mettrai ça en application rapidement. Et troisième, c'est les outils ou les animateurs des secteurs. Parce qu'aujourd'hui, un ministre qui passe, on commence à nommer aujourd'hui même des cadres qui n'ont pas des connaissances suffisantes sur le système éducatif. Ça, je mettrai vraiment, ça sera mon cheval de bataille. Assainir d'abord le système éducatif parce qu'il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés, il y a des inspecteurs, excusez-moi le terme, qui n'ont pas de connaissances pédagogiques. Quelqu'un qui a terminé en droit, il devient inspecteur. Avec quel bagage pédagogique? Il a terminé à l'SPA, il devient inspecteur de l'enseignement secondaire. Quel bagage pédagogique? Lui-même n'a jamais enseigné. Il a enseigné avec quelle méthodologie? Parce que l'inspection a le rôle de former, d'encadrer, d'évaluer. Il va encadrer quoi qui n'a jamais lui-même été encadré? Il doit former. Il n'est même pas du domaine. Il n'est même pas du domaine. Voilà les grands défis que nous avons. Et vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas assez de recyclage. Pourquoi? C'est le pacavilisme aujourd'hui.
to be fait par la ville. Non, il faut aujourd'hui mettre l'homme à la place qu'il faut. Voilà les grands défis que j'aurais à relever dans le secteur. Parce que nous étions en train de parler de réformes dans l'enseignement. Il y a eu des réformes que le gouvernement a eu à émettre. Alors, bon, je peux dire que c'est une période de transition entre les réformes qu'il y avait avant et celles qu'on a eu à promulguer actuellement. Est-ce que le gouvernement accompagne les écoles dans cette période de transition? Bon, le gouvernement n'accompagne pas les écoles privées. Surtout, les écoles privées sont abandonnées à leur triste sort. Et d'ailleurs, les écoles privées font l'objet de tracasseries des agents de l'État. Et pourtant, si ces écoles-là grévaient aujourd'hui, les secteurs éducatifs connaîtraient une dégradation terrible. L'État doit accompagner les écoles privées et les encourager. Les promoteurs aujourd'hui qui ont créé ces écoles-là, il faudrait à tout moment convoquer des réunions et les considérer. Il faudrait que le gouvernement les accompagne. Parce que, et j'allais oublier un autre élément, aussi, je dois centraliser. Si aujourd'hui je suis au ministère, il faut que je centralise les frais de fonctionnement. Parce que dans le secteur éducatif, il y a des frais qui n'entrent pas dans les trésors publics. Alors c'est beaucoup d'argent. Ce sont des gestionnaires qui se partagent cet argent comme ça gratuitement. Comme quel frais, par exemple? Bon, ici, on risque de s'énerver, je risque d'avoir des interprétations, des interpellations par mes collègues inspecteurs, les IPP qui me suivent et les directeurs provinciaux. Il y a des frais qui n'entrent pas dans les trésors publics. Non, il faut tout canaliser. Il faut canaliser parce que l'État donne des subventions, l'État donne des frais de fonctionnement dans les bureaux gestionnaires. Alors, comme l'État donne les frais de fonctionnement dans les bureaux gestionnaires, il y a des frais qu'on doit canaliser. C'est beaucoup de frais qui échappent au trésor public. Vous ne voulez pas nous dire? Ici, peut-être prochainement, sinon ça risque de créer des petits soucis. Donc, ça, les gestionnaires sont des petits Jésus dans leur bureau. Mais attention, ces gens-là ont beaucoup d'argent. Ils vous touchent beaucoup d'argent que les trésors publics ne contrôlent pas. OK. Et l'IGF n'a aucune information là-dessus. Même pas le ministre de l'EPST. Vous mettez la puce à l'oreille de l'IGF? Tout à fait. Et le ministre doit avoir un air. Bon, lui-même, il a des quotités par rapport à ça. Donc, c'est une chaîne. Il faudrait que l'IGF aussi, il peut me chercher en coulisses, je lui dirai Donc, c'est quelque chose d'organisé avec le gestionnaire. Oui, les textes, tout à fait. Oui. Je vais vous demander, par exemple, dans la loi, dans les requêtes des instructions, ici chez nous en RDC, le texte dit ceci, pour l'uniforme, c'est manches courtes. Aucune école en RDC, mais il y a des écoles qui ont des manches longues. Vous voyez que l'État ne contrôle pas. Il y a des écoles qui vendent, les écoles privées qui vendent les qui sont à $5. Vous trouvez ça normal? Non. Tout simplement, ce sont des électrons libres. Il faudrait que l'État ait un regard regardant sur les institutions scolaires. Ok, parce que nous sommes en train de chuter déjà dans notre émission, bien évidemment. Aujourd'hui, les bulletins ou encore l'élève congolais n'est pas considéré sur le marché. On dit souvent que c'est pas correct, tout ça, il y a beaucoup de magouilles dans tout ça. Quelles, selon vous, les réformes, est-ce que je dois dire les réformes importantes pour relever un peu le niveau de l'enseignement dans notre pays? Oui, d'abord, la grande réforme que je pourrais proposer ici, il faudrait que les évaluations formatives s'organisent par pool, pas par école. Ça, c'est très important. Comme les évaluations certificatives, les examens d'État s'organisent par l'État, il faudra aussi ces évaluations formatives s'organisent par pool. Le pool doit organiser pour voir la validité de ces évaluations-là afin de présenter des résultats fiables. Parce qu'aujourd'hui, chaque école évalue n'importe comment. Aussi, il y a les critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation qu'on fixe sont des critères aléatoires. Il y a les critères de délibération. Chaque école a ses critères de délibération. Ce n'est pas comme ça. Vous pouvez vous renseigner ici. L'État congolais n'a pas
un critère uniforme de délibération. Chaque école invente ses critères. Il y a une école qui peut délibérer à 48%, 42%. Moi-même, je suis dans des écoles privées et j'en sais quelque chose. J'ai effectué mes stages aussi dans des écoles publiques catholiques. J'en connais quelque chose. Quand j'ai fait des études comparatives, je sens qu'il y a encore une jungle qui s'installe bien organisée dans les systèmes éducatifs où il faut un technicien, quelqu'un qui connaît la matière pour réguler ces dérapages-là afin de produire dans notre système éducatif un programme qui sera convoité même par d'autres pays. Où voyez-vous notre système éducatif dans 10 ans? Dans 10 ans, si l'État ne récupère pas la chose, notre système éducatif serait une catastrophe naturelle au même titre que les vents qui dévastent la planète. C'est-à-dire, nous formerons des élèves qui seront inutiles dans la société. Ça sera, on va former tout simplement des vendeurs des articles dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et non pas des gens qui seront capables de reproduire ce qu'ils ont appris à l'école. Il y aura l'inadéquation entre ce qu'ils étudient à l'école et ce qu'ils vont trouver sur le marché. Pourquoi? Les programmes lui-même posent problème. Les gouvernements considèrent le système ou l'enseignement comme un élément qui n'a aucune espèce d'importance. Et cela a de l'impact d'ici 2010, d'ici 10 ans dans notre système éducatif, dans notre pays. Les niveaux seront encore au bas de l'échelle qu'avant. Ok, parce que vos parents, les parents sont déjà de collaborateurs directs des écoles. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer aussi dans cette réforme? Un grand rôle à jouer. Il faut noter d'abord, moi je suis dans les écoles, préfet des études. Les parents ont eu la bonne volonté maintenant de lâcher l'éducation de leurs enfants. Ils remettent tout. Ils ont eu la bonne volonté. Oui. Non, ça c'est fort. Tout à fait. Il faut recommencer. Les parents ont eu la bonne volonté de lâcher maintenant petit à petit la bonne éducation de leurs enfants. Il n'y a plus de suivi à faire. D'ailleurs, les devoirs là, c'est pourquoi moi je suis contre sur les devoirs qu'on donne aux enfants. Parce que ce sont les devoirs que les enfants ne donnent pas. Il y a la part de l'école et il y a la part aussi des parents. Et les parents se donnent les lix là-bas de faire les devoirs pour leurs enfants avec aujourd'hui l'Internet. Allez, on donne l'enseignant aussi, il donne là-bas 10, il se contente de ça. Et puis les devoirs qu'on vous donne là, c'est pour vous flatter. Il faut révolutionner. Je suis ministre aujourd'hui, j'annule cela, je donne des circulaires, pas question de devoirs. Parce que ça n'a pas d'impact. Les parents n'ont pas le temps de rester à la maison. À la place, vous amenez quoi? Non, il faut travailler. Il y a sur la fiche de préparation, il y a la partie application où l'enfant doit reproduire. Il doit travailler en classe. Il faut faire travailler l'enfant en classe. Il faut le faire fatiguer en classe. Il faut le mettre devant ses apprentissages, quoi. Vous n'avez pas fait la pédagogie. Quand on envoie les devoirs à la maison, vous faites travailler cet enfant-là sur quelle pédagogie? Quelqu'un qui a travaillé, vous bricolez les histoires là-bas et puis une école qui paie $80. Mais cette école-là a un répétiteur à la maison. Cet enfant a un répétiteur à la maison. Cette école-là ne sait pas enseigner. Toutes ces écoles aussi de $120, ce sont des fausses écoles, des mauvaises écoles. Comment ça? Ces écoles-là sont meilleures par les enseignants des autres écoles. Ce sont les enseignants des autres écoles qui encadrent ces enfants-là. Et les enseignants se contentent. Si on les laisse comme ça, ils ne seront pas à mesure de reproduire ce qu'ils apprennent. Parce que l'enseignement est enseignement si l'élève est à mesure de reproduire à l'absence de son enseignant ce qu'il a appris à l'école. Mais donner les devoirs à l'enfant, s'il va, il sera à mesure de les faire seul. Il faut l'accompagner. Donc les parents ici ont la responsabilité d'accompagner l'école, c'est-à-dire de travailler en collaboration, de passer à l'école vérifier ce que les enfants font. C'est pourquoi moi, quand je suis préfet, je n'accepterai pas que les élèves échouent. Si un élève échoue, je le fais monter de classe. Oh, l'école n'a pas été créée pour que l'enfant échoue. Non. Oh, dans votre philosophie, c'est ça le système éducatif. Non, une classe. Même le système éducatif LMD. Mais le système LMD, non, c'est faux. Tout le monde est né intelligent. Oh. Oui. Tout le monde est né intelligent. Moi, quand j'étais quelque part là-bas, non, l'enfant échoue avec 54%. J'ai dit, mais ce préfet-là n'est pas informé.
Je les fais passer d'une classe montante. Mais Parce que vous avez, c'est un paradoxe. Comment l'enfant, dans le même pays, l'enfant aux examens d'État, il échoue avec 50%, à l'école, il échoue avec 53%, 54%. C'est un paradoxe. Mais on dit au niveau de l'école, il faut coincer pour que l'élève se développe encore plus. Ce n'est pas une facilité. Non, voici ce que moi j'ai fait. Passer L'argent que vous, parents, vous payez à l'école, notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de regarder un tableau. Première période, l'enfant a fait 2 sur 10 dans le cours de physique. C'est là que l'enseignement doit commencer. Pourquoi cet enfant a eu 2 sur 10? Je dois réfléchir et je dois programmer un enseignement approprié par rapport à ces 2 sur 10. Je réenseigne cet enseignement et puis je dois réévaluer. Je vais considérer la bonne cote, la mauvaise cote et je mets de côté. C'est ça, évaluer. Okay. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans les écoles? Moi, un enseignant, les enseignants qui me présentaient des fiches rouges, je chasse l'enseignant. Avec le système actuel, l'enseignant échoue ensemble avec son élève. Si l'enfant échoue, c'est-à-dire l'enseignant aussi a échoué. Nous, en tant qu'école, nous avons cette obligation de suivre le parcours de l'élève. S'il a eu 2 sur 10 à la première interrogation, deuxième interrogation, l'enfant doit avoir 4 sur 10. Et pourquoi 4 sur 10? Parce que je dois suivre son évolution. Je dois réenseigner ce qu'il n'a pas maîtrisé et réinterroger pour m'assurer avant de passer au deuxième chapitre ou au chapitre suivant. C'est ça. C'est pour ça l'enseignement, c'est un grand défi. Ça demande de l'art, ça demande du temps, ça demande de la compassion pédagogique. Très important. Parce que vous avez sillonné dans plusieurs écoles, vous avez été chef d'établissement ou encore professeur, je ne sais quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les promoteurs privés gèrent bien les enseignants que les écoles de l'État? Pour être très sincère, parce que c'est vrai, il faut avouer que j'ai circulé les écoles. J'en ai encadré aussi autant, comme conseiller pédagogique, coordonnateur. Les écoles privées certaines écoles privées, il faut rectifier un tout petit peu, ne gèrent pas bien les enseignants. Pourquoi? C'est avec la bénédiction de l'État, parce que l'État a donné la latitude à ces écoles-là d'évoluer comme des électrons libres. Et c'est ça la souffrance. Certaines écoles privées, les promoteurs, d'abord lui-même n'est pas pédagogue, et 99,9% de ces écoles, ce sont des commerçants. Ces promoteurs-là sont des commerçants. Ils n'ont aucune vision pédagogique. Pour eux, ces écoles-là, c'est pour un but lucratif. Il faut se faire de l'argent. Moi, j'ai participé à une école où la délibération, on devait délibérer un enfant de 39%, on doit remonter le pourcentage. Je m'étais opposé, j'ai dit, mais monsieur le préfet, ça ne se passe pas quand je suis enseignant. Et comment, où est-ce que nous pouvons trouver les points pour remonter? Ici, c'est comme ça. J'ai dit, non, dites au promoteur, moi, professeur Willy, je refuse. Effectivement, j'avais refusé, j'avais remis le bulletin, j'ai dit, je préfère être chassé de cette école que de torturer les points comme ça. Vous voyez, et donc les écoles privées fonctionnent en République démocratique du Congo comme des électrons libres. C'est pourquoi il faut une réforme rapidement. Vous allez voir tous les politiciens, tous les grands commerçants maintenant, ils viennent envahir les secteurs éducatifs. Ils forment leurs écoles pour détruire les enfants d'autrui. Et les enseignants sont très mal rémunérés. Une école qui paye 120 $, un enseignant qu'on lui paye 70 $ avec un effectif d'autant d'élèves. Il applaudit que non, il applaudit, on m'a payé correctement. Non. L'État doit regarder l'enveloppe salariale de ces écoles-là. Et aucun enseignant n'a le droit de réclamer, sinon les promoteurs vont te dire, est-ce que tu avais contribué avec ta brique ici? Or, ces enseignants-là sont des vendeurs de leur intelligence. Sans ces enseignants-là, cette école-là n'aura pas son pesant d'or. Alors, il n'y a pas une bonne considération des enseignants dans des écoles privées. Tout comme, et puis cela génère de la bénédiction de l'État. De la même façon que l'État dénigre ses enseignants, c'est de la même façon que les écoles privées ou les promoteurs dénigrent les enseignants. Vous n'allez pas, vous l'État, vous ne valorisez pas vos enseignants. Vous allez vouloir que les écoles privées les valorisent? Pas du tout. Voilà ce qu'on appelle les liens de famille. Donc les écoles privées ont des liens de famille de la mauvaise gouvernance de notre pays. Évidemment, on sent que la matière y en a. Vous avez compris, c'est purement pédagogique aujourd'hui, votre émission. Alors, le temps pour moi de remercier ici l'équipe de production dirigée de main de maître par Patient Malela,
Je suis accompagné par manager Mardi, David Kabamba. Glory sont derrière les caméras qui nous font arriver jusque chez vous sans frapper même à la porte. Bien évidemment. Monsieur le préfet, monsieur Willy, on est pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de la fin aux parents, au gouvernement, on va catégoriser les parents, le gouvernement et aussi aux promoteurs d'école. Un mot de la fin. D'abord par le gouvernement, il faudrait que le gouvernement prenne des choses au sérieux. Qu'il joue son rôle régalien de réguler la société dans le secteur éducatif avec des réformes adaptées aujourd'hui avec le défi de l'intelligence artificielle. Aux parents de prendre conscience, même si vous êtes fatigué par les aléas de la vie, prenez le temps de suivre l'éducation et la formation de vos enfants parce que la télévision et les téléphones que les Blancs ont mis à notre disposition, c'est pour nous empêcher à réfléchir. Et pour les enseignants, prenez votre mal la patience. L'enseignement, c'est une vocation. Il faut avoir la conscience car la récompense de l'enseignant, n'est qu'au ciel et chez les élèves, pas chez les enseignants et pas au gouvernement ni chez les promoteurs. Ces deux animateurs ne vont pas satisfaire les enseignants. Aussi pour les élèves, ça c'est votre vie, prenez votre vie au sérieux, votre avenir en dépend. L'intelligence artificielle aujourd'hui c'est un outil d'accompagnement, ce n'est pas un outil qui va vous affaiblir. Si vous en voulez ainsi, vous allez creuser votre propre tombe et vous vous tuez à petit feu et vous allez le regretter plus tard. Celui qui n'a pas bien étudié, il doit préparer sa tête pour porter les fardeaux des autres. Et pour les églises aussi, qui sont à la dépravation des mœurs, ces églises, j'appréciais Moutamba, malheureusement, il n'a pas achevé, il n'a pas achevé sa mission. Pour les églises, battez-vous pour une bonne éducation et insistez sur une bonne éducation des enfants parce que l'église aussi fait partie des milieux éducatifs. Nous avons une dernière question qui nous a été envoyée par Madame Gloria Moussangou, qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à mesure de relever l'enseignement au Congo? Tout à fait. J'ai commencé quelque part avec cette passion de commencer d'abord à être locataire pour encadrer les élèves. Et je pense que les parents qui me suivent, les parents qui ont amené leurs enfants dans cette école-là, ils en témoignent. Parce que j'ai mis un prix raisonnable, accessible à tout le monde, avec un enseignement de qualité où les enfants quittent le golf sans bus bien sûr, sans école à étage, sans plafond. Mais le contenu de ceux qui se donnent là-bas fait en sorte que les parents se cafouillent. Là, je manque où mettre les élèves. Ce n'est pas votre nom qui vous fait vivre? Non, c'est le contenu, c'est vrai. Le contenu, parce que ce que j'ai fait dans des écoles, quand j'arrive à une école, je propose l'expertise. Je suis à mesure aujourd'hui, et c'est ça ma prière. J'ai toujours dit à mon Dieu, donne-moi la chance de me faire accéder à ce ministère pour changer les choses. Bien évidemment, vous l'avez certes compris, un jour, il a l'occasion, il va relever les défis tels qu'il vient de les dire, vous l'avez entendu. Fin de cette émission, mesdames, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous arrivent très bientôt sur votre télévision. Au revoir.